Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler des ISAC avec Olivier Calef. Bonjour Olivier. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors Olivier, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, donc je m'appelle Olivier Calef, je travaille actuellement chez Arium, je m'occupe de cyber-résilience et de gestion de crise. Auparavant, j'ai travaillé pendant 4 ans chez Sanofi où je m'occupais des aspects de cyber-résilience pour le groupe. Avant cela, j'ai travaillé pendant 5 ans à l'ANSSI, au CERTFR, où je m'occupais des relations internationales du CERTFR justement, avec les différents partenaires. Et puis auparavant, en 93, j'ai fait partie des cofondateurs d'Apogée Communication, une société de services, qui travaillait sur des aspects de l'administration réseau, système et de sécurité, qui a été racheté par Colt puis par Devoteam. Et j'ai commencé ma carrière chez Dassault Électronique sur les aspects réseau classique. À l'époque, c'était le début d'Ethernet et du tokenring. Et puis très vite, j'ai aussi commencé à m'intéresser au réseau militaire et c'est comme ça que j'ai découvert la sécurité à la fin des années 80. Alors, ISAC, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ISAC, ça signifie Information Sharing and Analysis Center. Donc en termes français, c'est un centre de partage et d'analyse d'informations. Donc c'est un sigle qui veut pas dire grand-chose quand on le traduit en français, mais ça signifie derrière que ce sont des communautés de partage. Qui a créé ce terme ISAC ? Alors le terme ISAC, ça date du milieu des années 90. Initialement, il y a un document qui a été publié par la Maison Blanche, c'était le président Clinton qui était à l'époque, et ça faisait suite aux premiers attentats terroristes qu'il y avait eu contre World Trade Center et puis à Oklahoma City en 95. Et là est apparue la notion de protection des infrastructures critiques. Et donc l'objectif à l'époque, c'était d'identifier les possibilités de coopération entre les secteurs publics et les secteurs privés, de façon à protéger les infrastructures critiques des États-Unis. Donc l'une des recommandations de ce document qui a été émis, c'était justement la création de ces ISAC, ces Information Sharing and Analysis Center, de façon à construire et à renforcer la coopération, donc entre les administrations et l'industrie au sens large du terme. Alors moi qui date des années 90, je connaissais pas le terme, mais ça correspond au CSIRT qu'on a connu après ou ça n'a rien à voir ? Alors on va dire que c'est complémentaire. La notion d'ISAC, quand on dit communauté de partage, c'est pas simplement sur les problématiques de sécurité comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, on appelle ça de la cybersécurité. C'était vraiment partagé sur les problématiques de sécurité au sens très large du terme. Donc ça intègre aussi bien la sûreté physique que la surveillance des signaux faibles, comme on dit maintenant. Ça intègre les contextes géopolitiques, ça intègre les problématiques liées à des mouvements politiques à tendance un peu extrême. Ça concerne aussi tout ce qui va concerner la supply chain. On parle beaucoup de supply chain aujourd'hui au niveau logiciel, mais je dirais ça existe depuis bien entendu très longtemps dans le monde industriel. Donc c'est vraiment la protection d'une entreprise au sens très large du terme. Donc sa chaîne d'approvisionnement en termes de matériel, de matières premières, mais aussi bien entendu de sécurité informatique. Alors on sait que c'est quand même relativement complexe de partager de la donnée entre différentes organisations. Donc comment est-ce que vous arrivez à relever ce challenge ? Alors tout dépend de la communauté dont on parle, parce que je disais tout à l'heure qu'il y avait, donc c'était une communauté de partage, mais il y a plusieurs types d'ISAC. Il y a des ISAC qui sont basés sur un modèle national. Il y a des ISAC qui sont basés sur un modèle sectoriel, et c'est ceux qui sont, je dirais, les plus connus aujourd'hui. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et puis il y a les ISAC au sens coopération internationale, et là complètement transfrontalière et parfois à l'échelle d'un continent. Donc si on parle de la notion d'ISAC au sein
d'un pays. Je dirais que ne serait-ce qu'en Europe, on a comme ça des ISAC au Portugal, en Espagne, en Lituanie, au Luxembourg, où différents CCIRT ou différentes entités se regroupent de façon à se partager de l'information. Encore une fois, ce n'est pas que l'information cyber, ça peut être l'information plus orientée sur la sûreté, par exemple. Donc ça, c'est au niveau d'un pays. Après, le deuxième type d'ISAC au niveau sectoriel, le plus classique, là, ce sont des acteurs d'un secteur donné qui vont se regrouper pour partager des informations qui concernent leur secteur d'activité. Donc on a aujourd'hui aux États-Unis à peu près 20 ou 25 ISAC sectoriels qui couvrent des secteurs très divers. Ça commence avec des aspects de type chimie, par exemple. Ça peut être le domaine de la santé, ça peut être le domaine du transport, ça peut être le domaine de la recherche, ça peut être le domaine de l'espace, du transport, de l'eau, et puis bien entendu un des plus connus, c'est le secteur financier qui a aussi son propre ISAC. Donc là, on retrouve des acteurs d'un secteur donné qui vont se partager des informations dans le cadre de la cybersécurité, par exemple. Eh bien, lorsque un des acteurs qui fait partie de la ISAC se fait attaquer, est capable d'extraire des informations, alors ça peut être des IOC ou ça peut être des modes opératoires, ça peut être des techniques qui sont utilisées par les attaquants, eh bien il va partager ce type d'informations sur le réseau de l'ISAC, ce qui fait que les autres vont en profiter et pourront comme ça anticiper les attaques. Et puis le dernier type d'ISAC qu'on peut mentionner, après le côté national et le côté sectoriel, c'est le côté international, où là on a des ISAC qui regroupent des acteurs qui font partie soit du continent nord-américain, soit du continent européen, et qui vont encore une fois se partager des informations de façon plus générale au niveau de ce qui se passe au sein de leurs frontières et qui peut déborder sur d'autres. On peut considérer d'une certaine façon, là je mets quelques guillemets, que par exemple le CCIRT Network, qui a été généré et créé dans le cadre de la directive Nice, c'est une espèce d'ISAC, puisque bien chaque État membre a quelques acteurs qui en font partie et ils vont se partager des informations. Et on voit lorsqu'il y a des grands incidents, ils vont se partager des informations sur ce qui se passe chacun dans leur pays, ce qui permet à chacun des autres pays de savoir et d'avoir une vision un peu plus large. Et donc ce partage d'informations permet d'anticiper un petit peu mieux ou alors de mieux coordonner les réponses. Justement, voilà, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux donner des exemples d'ISAC que les auditeurs pourraient connaître, que ce soit en Europe, en France Alors, en France, non, parce que à ma connaissance, il n'y en a pas encore au jour d'aujourd'hui. Toutefois, je peux citer l'ISAC Santé, donc ce qu'on appelle le Health ISAC, dont j'ai fait partie pendant 4 ans, où effectivement on retrouvait les grands acteurs du domaine de la santé qui se partageaient des informations. Je peux prendre comme exemple de façon plus précise ce qui s'est passé en 2020 avec la pandémie liée au Covid, où la plupart des acteurs du domaine de la santé ont été attaqués de façon presque systématique, et le partage a permis de se rendre compte, si on en doutait encore, que les attaquants avaient une structure et une organisation qui étaient bien claires, et si on peut dire, ils faisaient leur marché. C'est-à-dire qu'ils commençaient par attaquer un membre de cet ISAC dans le secteur de la santé, puis après avoir cessé leurs attaques, eh bien ils allaient en faire un autre en utilisant à peu près les mêmes techniques et les mêmes modes opératoires. Nous partagions ce genre d'informations, ce qui fait qu'on était capable d'anticiper, ou finalement lorsqu'on avait une nouvelle attaque qui apparaissait, de reconnaître que finalement ça ressemblait très fortement à une attaque dont nous avait déjà parlé, dont on connaissait plus ou moins le mode opératoire, et donc ça nous permettait de réagir plus rapidement et de façon plus efficace. Et est-ce que les différents ISAC utilisent les mêmes outils pour partager de la donnée, ou c'est... Alors, pas toujours.
la communication inter-ISAC, donc intersectorielle, il y en a un petit peu, mais je dirais pas suffisamment. En revanche, au sein d'un ISAC, lorsqu'on est membre d'un ISAC, eh bien, on a accès à un certain nombre d'outils, de bases de connaissances, d'outils de partage. Et là, bien entendu, chaque membre doit utiliser les outils qui vont lui permettre d'échanger. Alors, dans les types d'outils que l'on rencontre, on peut avoir, de façon classique, et là, je pense que tous les auditeurs connaîtront, on peut avoir des bases type MISP. Ça va permettre d'échanger des IOC, mais on va avoir d'autres outils de façon plus large. Ça sera des messageries, ça sera des bases de référence, ça sera des bases de données, ça sera des bases documentaires, ça sera des bases de procédures, et ça sera aussi une façon de récupérer, de se partager de l'information. Donc vous allez avoir de la veille, qui sera de la veille cyber bien entendu, mais aussi de la veille sectorielle, ou de la veille sur l'état de sécurité ou d'insécurité de tel ou tel pays, ou d'état de la chaîne d'approvisionnement, en l'occurrence dans le domaine de la santé, sur certains types de molécules, sur certains types de produits qui seront utilisés par les différents acteurs. C'est-à-dire que même si dans la vie de tous les jours, les différents membres d'un ISAC sont concurrents, puisque chacun cherche à vendre ses produits en concurrence avec les autres, et dans le fond, il y a un vrai partage d'informations. On peut donner comme exemple comme ça, et là, Marc, Frédéric, tu pourras éventuellement rebondir dessus. Quand je repense au Forum des compétences tel que moi je l'ai connu à la fin des années 90, on peut considérer que le Forum des compétences était une sorte d'ISAC, puisque déjà à l'époque, les différentes banques, les différentes équipes sécurité des banques, et voire plus, se partageaient de l'information, se partageaient des procédures, rédigeaient des documents en commun pour avoir des politiques de sécurité qui soient homogènes. Et lorsqu'il y avait des nouvelles technologies qui apparaissaient, eh bien il y avait des petits groupes de travail qui travaillaient dessus. Ah, mais alors les clubs de RSSI sont des ISAC Ils s'échangent des IOC, tout ça là? Non, il faut pas voir ça. Là, c'est un raccourci. Au niveau bancaire et institutions financières, il faut savoir que les ISAC, ça représente 30% des volumes des ISAC dans le monde. Le secteur de la santé, c'est 11%. Donc, il y a un niveau de maturité parce que ça a démarré à cause des régulateurs dans les années 90. Mais à partir des années 2000, c'est devenu courant à cause des régulateurs, donc des amendes, des pénalités qu'ils mettaient, de partager de l'information. C'est-à-dire que tout le monde se mettait autour de la table. Et il faut savoir qu'au début, les partages d'informations se faisaient de façon physique, au téléphone, par mail. C'est absolument pas sécurisé au départ. Et petit à petit, on a commencé à mettre le chiffrement en place, puis ensuite des plateformes de type partage IOC, que ce soit MISP ou autre. L'avantage des FSA ISAC, c'est que c'est une vraie galère pour y rentrer. Il y a toute une procédure, tout un dossier à faire, etc. Et une fois que tu es rentré, tu dois, être étanche par rapport aux informations qu'on te donne. Donc, tu dois absolument pas diffuser de l'information qui va être, par exemple, classifiée. Donc, on revient à des classifications type TLP. C'est le secret, le confidentiel défense, ça n'existe pas, tout ça. Et c'est là que c'est hyper intéressant. Il faut savoir que quand il y a une menace dans ton secteur d'activité, elle va être diffusée immédiatement à tous les membres et tu vas pouvoir avoir un one-to-one avec l'origine de la source. Si par exemple, c'est Bank of America qui découvre une menace et qui décide de l'expliquer, il y a un groupe de travail commun, il l'explique, et puis toi, tu découvres que tu as la même attaque qui en ce moment a lieu chez toi, tu peux appeler le membre du FSA ISAC, entre guillemets, de Bank of America, et tu vas pouvoir avoir un one-to-one qui a une qualité qu'aucun prestataire de service ne peut te donner, quoi. Et donc, ce que Marc Frédéric explique pour la partie bancaire, moi, je l'ai vécu au niveau de la partie santé, et effectivement, c'est... De toute ma carrière, je pense que c'est l'endroit où j'ai vu le plus d'échanges de qualité et qui a été vraiment directement tu as du partage non concurrentiel, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Ouais. C'est-à-dire que tu peux avoir des établissements financiers qui sont totalement concurrents, qui se tueront pour un contrat. Mais à ce moment-là, quand tu parles de menaces, de risques physiques, etc., il n'y a plus de concurrence. Parce qu'on sait que ce qui va toucher l'autre va te toucher un moment. Il y a un effet rebond qui va avoir lieu. Et on n'est pas là pour, dire qu'on est meilleur que l'autre. Au contraire, c'est humilité.
Quand on rentre dans des groupes de Isaacs, il faut absolument être humble et se rendre compte que non seulement on n'est pas les meilleurs, mais surtout ce qu'on galère à résoudre comme problème, tu vas avoir des solutions qui vont arriver par des gens beaucoup plus matures. Parce qu'il n'y a pas que le partage JOC. Le partage JOC, c'est 10% de l'échange dans un Isaacs. C'est surtout toute la sensibilisation, de savoir sur quel type de menace, est-ce que c'est de la menace cyber, de la menace physique, de la menace sûreté. Tu as des aspects géopolitiques qui rentrent en ligne de compte et à un niveau et qui vont du ce que j'appelle vraiment le niveau opérationnel au niveau stratégique. Donc, le plus important, en fait, c'est pas la donnée structurée, mais c'est les échanges informels que tu peux avoir clair. Avec les membres. C'est de l'or, c'est juste de l'or. Exactement, je confirme. Et c'est aussi la capacité d'avoir cette information rapidement. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'on ait telle ou telle agence qui valide et qui survalide et qui, au bout de quelques temps, te donne de l'information. Là, l'information, elle arrive brute de fonderie, mais elle arrive rapidement. Alors, brute de fonderie, ça veut dire que parfois, elle peut être fausse, mais au sein d'un Isaac, on a tous quand même une certaine maturité qui fait qu'on est capable aussi de savoir ce qu'on va recevoir. Et deuxièmement, lorsqu'on fournit une information, on va dire quel est le niveau de confiance qu'on a dans l'information qu'on est en train de donner. Donc finalement, on considère qu'on est tous des grands, des adultes, on est mature et on sait on va pas non pas rebondir sur quelque chose qu'on voit et on va pas dégainer tout de suite. On va regarder quel niveau de crédibilité et en fonction de ça, on va soit faire des analyses complémentaires, mais en tout cas, on aura eu l'information rapidement. Oui, puis tu peux partager aussi ton travail, c'est-à-dire que quelqu'un a une information tu as un membre de ton groupe qui te dit voilà, j'ai récupéré tel sujet sur telle menace. J'ai un problème de qualification, je suis pas tout à fait sûr. Et il te dit où il y a tous ces doutes, et toi, tu peux travailler dessus. Et c'est là que tu vas avoir ce qu'on appelle vraiment le travail partagé, tout en étant des concurrents. C'est-à-dire qu'on va pas garder le résultat individuel qu'on va avoir, on va le partager auprès de la communauté. Et ça fonctionne vraiment, si on pourrait prendre un parallélisme, avec la communauté de l'anneau, pour les fans de Tolkien. Et ça marche bien, quoi. Vous allez avoir des nains qui vont se battre contre des orques avec des humains, ce genre de choses. C'est exactement la même chose. Et à la fin, le but, c'est que Sauron lui met une baffe, quoi. Et ça marche. Voilà, c'est un peu résumé, mais un Isaac, c'est quelque chose que si vous avez la chance, et je dis ça pour les auditeurs, de pouvoir postuler dans un Isaac, faut y aller, ça vaut la peine. Il y a tout un travail qui est vraiment hyper intéressant sur tout ce qui va être aussi la stratégie par rapport à vos systèmes de défense. C'est juste génial, quoi. Et l'Isaac Santé auquel tu as participé, il était européen ? Non, il était mondial. Donc il était principalement nord-américain, pour être concret. En revanche, il y avait un certain nombre d'acteurs européens qui en faisaient partie aussi. Et alors, lorsque je l'ai quitté, c'était pas encore créé, mais il y avait déjà des regroupements de certains membres européens pour recréer leur petit environnement en Europe. Donc de même qu'il y avait par exemple deux conférences annuelles qui avaient lieu, enfin des semestrielles plutôt, qui avaient lieu aux États-Unis, il y a maintenant une conférence annuelle qui a lieu aussi en Europe. Donc on commence à avoir ce genre d'infrastructure qui se crée aussi en Europe. Mais il y avait aussi des membres de l'Isaac qui étaient basés en Asie, au Japon, dans d'autres pays. Oui, en fait, quand on dit santé, simplement... c'était plutôt les entreprises de pharmacie ou c'était tout le secteur de la santé au sens des établissements de santé ? Oui, il y avait aussi des établissements de santé, il y avait aussi des hôpitaux, des grands hôpitaux, il y avait aussi des grands labos, des centres de recherche. Oui, c'est pas le domaine purement de la pharmacie, c'est vraiment le secteur de la santé. Hein. C'est bien le Health Isaac, c'est bien l'Isaac de la santé au sens large du terme. Voilà. Après, pour d'autres Isaac, je peux pas forcément détailler. Néanmoins, dans un Isaac, on définit dans les statuts quel est le périmètre que l'on va couvrir, et c'est comme ça que ça se passe. Et s'il y a des critères de sélection par rapport à la taille, le chiffre d'affaires, j'ai pas vu dans la partie financière, mais tu as d'autres critères qui vont être sur le nombre de, si tu es une compagnie internationale ou pas, si tu as une licence bancaire auprès de certains régulateurs nord-américains, tu rentres dans certains Isaac financiers par rapport à d'autres. Tout à fait. Le critère de la taille du chiffre d'affaires et du périmètre couvert, ça a aussi un impact sur le montant de la cotisation, puisque bien entendu, plus le
futur membre est important et couvre un périmètre large et un gros chiffre d'affaires, plus élevé sera sa cotisation pour être membre de l'ISAC. Ce qui permet quand même à des acteurs qui sont plus petits de pouvoir quand même bénéficier de cet écosystème de partage, même si, je dirais, ils n'ont pas les moyens des groupes internationaux. Ça coûte toujours moins cher que de prendre un abonnement dans une boîte de CTI. C'est clair. Avec une information qui est pertinente par rapport à son secteur d'activité. Parce que dans un ISAC, on n'aura jamais une information qui ne correspond pas. Si vous êtes dans le secteur de la santé, on ne va pas vous parler d'un problème sur une centrale nucléaire. C'est pas ça le sujet, quoi. S'il y a du risque cyber sur les centrales nucléaires, c'est pas là. Alors que tout ce qui va être par rapport à votre domaine d'activité, là, c'est vraiment une mine d'or. Parce que vous avez déjà cette préqualification. On va parler de la menace qu'on voit à travers le monde. Alors, c'est très anglophone. Il faut aussi, pour les auditeurs, si vous vous abonnez à un ISAC, il faut savoir, au minima, lire couramment l'anglais. Et les initiatives de création d'ISAC, ça vient donc plutôt de communautés professionnelles. Ça vient pas du tout, ou peut-être aux États-Unis, de structures étatiques. Je sais pas, nous, par exemple, en France, Nancy pourrait pas créer un ISAC ? Alors, c'est pas le fait de créer un ISAC, c'est-à-dire que tu crées des communautés. Les CERT nationaux font partie des ISAC. L'ANSSI, via le CERT-FR, ça Olivier le détaillera, mais fait partie déjà d'autres ISAC. Et voilà. Je pense qu'un point important à mentionner, c'est que donc même si le S dans ISAC ça veut dire sharing, la plupart du temps le S ça veut quand même dire sectoriel, sectoriel. Voilà, ça c'est un point vraiment fondamental que je voudrais que tous les auditeurs aient bien à l'esprit. Cette approche sectorielle, et pour compléter ce que disait Marc-Frédéric tout à l'heure, il comparait par rapport à une société qui pouvait fournir de la CTI, la threat intel, il n'y a pas que ça au sein de l'ISAC. Encore une fois, il n'y a pas que le cyber. Il y a aussi l'aspect sûreté, il y a aussi l'aspect environnemental, il y a aussi l'aspect géopolitique. Et donc c'est pour ça que c'est aussi important et que ça a autant de valeur. Et donc on ne s'arrête pas simplement finalement à la threat intel. Tu as même les partis activistes maintenant qui commencent à rentrer en ligne de compte dans la veille. C'est-à-dire qu'on va te parler, vous êtes un groupe pétrolier, il y a tel groupe d'activistes qui se présentent pour perturber vos opérations, que ce soit aussi bien cyber que physique. Et donc des domaines d'activité, donc on a parlé du domaine financier, santé, et Philippe, tu parlais d'autres... Et il y a l'énergie, il y a la nourriture, oui. Il y a tous les industriels. Hein. Est-ce que t'en vois, il y en a même sur les centres de recherche. Ce qu'il faut, c'est avoir une communauté. Si vous travaillez, par exemple, vous êtes un fabricant de meubles, vous pouvez créer un ISAC sur la menace qui va avoir lieu autour de votre activité, si vous utilisez des bois durables, non durables, etc. Oui, mais par exemple, on va prendre des sujets plus OIV, plus stratégiques. Il y a un ISAC pour les producteurs d'électricité nucléaire, par exemple ? Alors, il n'y a pas pour les producteurs d'électricité nucléaire. Ouais. En revanche, dans le domaine de l'énergie, oui, il y a un ISAC énergie. Il y a même un ISAC qui est énergie européenne, qui existe aussi. Mais si vous voulez, vous avez le regroupement de tous ces ISAC que l'on peut trouver sur le site qui s'appelle National ISAC, où vous avez la liste de ces 20 et quelques ISAC avec les différents secteurs que j'ai brièvement évoqués tout à l'heure. Mais effectivement, si on fait la liste... tu as le transport routier, tu as le transport ferroviaire, tu vas avoir le maritime, tu peux avoir aussi tout ce qui va être les boissons, l'eau comme les alcools, les spiritueux, etc. Et chaque secteur, il y a le secteur du luxe aussi qui a aussi ce genre de choses, parce que c'est pas du tout les mêmes niveaux de protection et les mêmes sujets d'intérêt que par rapport au secteur sectoriel, d'autres acteurs. Il y a le domaine de l'espace, il y a le domaine de la distribution et de l'hébergement, il y a le domaine de la défense, bien entendu, le domaine du transport maritime qui a déjà été évoqué, il y a le domaine des médias, des élections aussi, tout ce qui est infrastructure des élections, tout ce qui est distribution de gaz naturel. Voilà, tout ça, c'est disponible. Et tous ces ISAC sont chapeautés par une organisation ou ils sont tous indépendants et c'est juste en fait une dénomination
Alors, ils sont tous indépendants. Néanmoins, ils font tous partie d'un conseil qu'on appelle le National ISACs, qui est un regroupement avec chacun de ces ISAC qui va élire des membres qui vont les représenter au conseil d'administration. Donc, on a une espèce d'organisation chapeau, mais néanmoins, chacun de ces ISAC dans son secteur d'activité est totalement autonome et indépendant. Et pour répondre aussi à une question d'Hervé, je dirais la création et l'historique est bien entendu basé sur une demande qui émanait du gouvernement américain. Par contre, chaque secteur, qu'il soit un petit peu, beaucoup ou très régulé, se débrouille dans son coin et fait ce qu'il veut. En Europe, c'est l'ENISA qui, depuis maintenant quelques années, essaye de pousser à la création d'ISAC. L'ENISA a publié un certain nombre de documents. Ils ont même publié un document pour essayer de pousser un concept qui date des années 90, qui s'appelait à l'époque le CERT-INNOBOX, qui avait été créé par le GovCert-NL aux Pays-Bas. Et là, ils ont fait un ISAC INNOBOX en donnant aussi bien des documents que des grands principes ou comment monter, comment créer un ISAC en Europe, comment intégrer, rechercher et intégrer les membres. Depuis, il y a plusieurs documents de l'ENISA qui travaillent justement sur les partages d'informations ou le type d'éléments qui pourraient être intéressants et à partager entre ISAC. J'ai eu l'occasion de co-rédiger un document pour l'ENISA dans ce cadre-là, où c'était la notion d'exercice cyber au sein d'un ISAC ou entre différents ISAC. Donc là, l'ENISA fait vraiment des efforts depuis quelques années pour essayer de pousser ce modèle-là. De toute façon, il n'y a pas de mystère, hein, c'est un modèle qui a marché aux États-Unis, qui s'est étendu, et autant qu'on fasse exactement la même chose chez nous. Et dans le domaine financier, est-ce qu'il y a des partages qui sont liés à la cybersécurité, bien sûr, mais à la fraude aussi, il y a des schémas de fraude ou ça reste... C'est des sujets qui sont abordés en confidentialité. Et oui, il y a des partages de scénarios de fraude. Il y a ce qui compte, c'est pas que le scénario, c'est aussi la rémédiation. C'est tout ce qui va être les mitigation rules qui vont être mis en place par rapport à certains types de fraude. Et les techniques de fraude, on les retrouve aussi bien dans un secteur très classique, effectivement dans le domaine bancaire, mais dans le domaine de la santé, on a aussi des fraudes. Hein. Je pense que vous avez tous entendu parler des faux médicaments qu'on trouve sur Internet. C'est la face visible de l'iceberg, mais il y a plein de fraudes qui se font. On a aussi des camions de médicaments, en l'occurrence, qui peuvent se faire détourner dans certains pays. Hein. Vous avez déjà traité le cas de camions qui transportaient des routeurs qui se faisaient... Pas autant que les camions de cigarettes, hein, ou même les trains de cigarettes. Tout à fait, mais on a exactement la même chose avec d'autres produits. De toute façon, dès que ça peut se vendre, ça peut se monnayer, ça intéresse des gens. Et donc les techniques des attaquants, finalement, détourner un train, comme tu dis Hervé, que ça soit en France, en Espagne ou au Pérou, la technique est à peu près la même. Donc lorsqu'il y a des nouveautés, autant le savoir et autant le partager. Encore une fois, cette notion d'ISAC, ce n'est pas que de la cyber, c'est la sécurité au sens très large du terme. On peut appeler ça là aussi de la sûreté, si vous voulez. Mais ça peut être de l'antiterrorisme ou autre. Et alors, par exemple, lorsqu'il y a une guerre quelque part, il y a aussi des partages sur la situation du personnel dans le pays en guerre ? Oui, tout à fait. Ça, ce sont des choses qui existent, alors non seulement dans l'ISAC, mais qui a aussi existé dans d'autres associations de RSSI, hein, comme le CESIN par exemple. Mais oui, tout à fait, parce que finalement les problèmes qui sont rencontrés par les salariés, parce qu'avant de parler de gens qui sont en conflit, pour les entreprises, c'est avant tout des salariés qui sont dans des différents pays, dans des situations qui sont parfois difficiles. Et je dirais, ça c'est le rôle un petit peu de l'entreprise de gérer la survie ou l'état de ces salariés, et là j'irais autant se partager les bonnes recettes. Donc oui, là on fait plutôt abstraction des frontières, on fait abstraction de la concurrence et on se partage effectivement les bonnes façons. Oui. Oui, c'est pareil à l'espace RSSI du Clusif. Tout à fait. Et c'est normal, hein, on est quand même là pour partager et faire en sorte que ça se passe du mieux possible pour un maximum de personnes.
Alors, on a vu que les ISAC, c'était des racines anciennes. Quel est l'avenir pour toi de ces mécanismes de partage d'informations? Alors moi, je suis un très gros partisan de l'approche sectorielle. Et j'y croyais beaucoup quand j'étais déjà à l'ANSSI, et le fait d'avoir côtoyé de très très près un ISAC spécifique, ça m'a conforté dans cette approche, et je pense réellement, et je vois les efforts qui encore une fois qui sont faits par l'ELISA, je pense que ça doit absolument réussir. Parce que, comme le disait Marc-Frédéric, et je confirme, c'est une source de partage qui est extrêmement riche. Il y a un niveau de confiance et une valeur de cette information qui fait que c'est presque vital dans certains cas d'être capable d'anticiper. Donc, c'est aussi très j'espère bien que ça va continuer dans cette très bonne direction, qu'on va voir apparaître de plus en plus d'ISAC. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y en avait au Portugal, il y en avait en Espagne. De même, on a des communautés qui se regroupent sous forme de CSIRT sectoriels, notamment dans le domaine de l'énergie, que ce soit en Autriche, en Allemagne, en Norvège. Tout ce qui est approche sectorielle, à mon avis, ne peut qu'aller croissant. Alors ces ISAC, ces systèmes de partage d'informations, est-ce qu'ils n'ont pas des inconvénients aussi? Alors il y a deux types d'inconvénients qu'on peut citer. Le premier qui est lié à la nécessité de partager de l'information, qui est bien entendu l'avantage, mais il faut que, en tant qu'entreprise membre d'un ISAC, il faut que, en termes d'état d'esprit, on soit prêt à partager de façon ouverte les informations, y compris des informations sensibles. Donc, si on n'a pas cette maturité, si on n'est pas prêt à accorder de la confiance, eh bien, on se sentira pas forcément très bien, on aura du mal à s'intégrer dans un ISAC. Le deuxième aspect qu'il faut mentionner, c'est l'aspect financier. Parce que en fonction de la taille, on va avoir des tarifs qui seront dégressifs, mais néanmoins, ça représente quand même un investissement qui peut être considéré comme important pour des entreprises de taille moyenne, même si la valeur est importante. On a souvent des difficultés à justifier auprès de sa hiérarchie l'intérêt que peut représenter cet ISAC compte tenu du coût. Et bien entendu, le coût est ce qui est vu en premier, l'intérêt on le voit après. Donc bien entendu, il y a certains ISAC qui proposent d'aider un petit peu les membres potentiels en apportant, en montrant quelle est la valeur qui peut être apportée, mais c'est quand même un obstacle qu'on ne peut pas mettre de côté. Alors, disons que je suis un RSSI, j'ai écouté cet épisode, je trouve le concept intéressant. Par quoi je dois commencer pour essayer de rejoindre un ISAC? Déjà, regarder quelle est la maturité de son secteur d'activité, ou regarder quelle est la maturité au niveau de son propre pays. Alors, si tu es un RSSI français, eh bien, en termes d'ISAC, encore une fois, au niveau français, on risque d'être un petit peu déçu pour le moment. Donc, ça va sans doute s'améliorer, mais là, effectivement, j'ai malheureusement pas beaucoup de réponses à apporter au niveau français. En revanche, au niveau sectoriel, ne serait-ce que consulter sur le site des nationalisaacs.org, ça permet de voir tous les membres qui existent, donc tous les secteurs d'activité qui existent. Et là, on va pouvoir regarder est-ce qu'il y a finalement un ISAC dont je pourrais me rapprocher. Merci Olivier. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose en mot de la fin ? Écoutez, je ferai du prosélytisme pour l'approche sectorielle. Encore une fois, pas simplement sur la partie cyber, mais de façon générale au niveau sécurité, y compris sur les problématiques de sûreté. Et c'est ça aussi qui fait l'intérêt d'un ISAC, c'est que ce n'est pas que les gens de la cyber, ce n'est pas que les CSIRT, les SOC ou les RSSI qui en font partie. Il y a aussi les gens de type HSE, et aussi les personnes qui sont au niveau juridique, par exemple, des personnes qui travaillent sur, par exemple, les noms de domaine, au sein de ces grandes entreprises, ils se partagent aussi de l'information, et c'est ça vraiment la valeur ajoutée qui n'est pas qu'une approche purement cyber. Eh bien Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast.
Au revoir. Au revoir.